là, ça fait un peu trop. Bon, mon cher journal, j'ai eu tort. Enfin, quand je t'ai dit que j'avais envie de te parler que pour les mauvaises nouvelles, là, j'en ai une super bonne. T'es prêt? Alors voilà, je suis amoureuse. Et cette fois, c'est la bonne. Enfin, le bon, quoi. C'est le prince charmant. Et ça y est, c'est mon tour. Je sens mon cœur qui va exploser, tu peux pas savoir. Oui, bon, d'accord, tu vas me dire comment tu sais que c'est le bon, et nanana, bon. Je sais pas, je le sens. Il y a quelque chose, j'ai un bon feeling, il est charmant. Bon, en tout cas, sur sa photo, il est super charmant. Ouais, en fait, on s'est rencontrés sur Internet. Et sa fiche est en absolue correspondance avec la mienne. Je sais pas comment ça se fait. Bon, en fait, moi, j'ai un petit peu triché. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ce qui compte, c'est qu'on soit en contact. Bon, j'ai un petit doute quand même. C'est quand il met que c'est une star d'Hollywood, qui fait des pubs pour une marque de café. Là, bon, je me suis posé un petit peu la question s'il se faisait pas passer pour quelqu'un d'autre. Mais bon, pour moi, ah non, vraiment, c'est tout tracé, quoi. On s'aime à la folie. Il va venir habiter mon studio. Non, j'imagine, on va très vite acheter une villa, comme il est riche. J'arrête mon boulot pour le suivre dans ses tournages. Je m'occupe de lui en voyage. Oh, ça va être trop génial. Enfin, la vie dont j'ai toujours rêvé, quoi. Et puis bon, je le mérite un petit peu quand même, non ? Bonjour à tout le monde. On a commencé une série la semaine dernière, le labyrinthe des décisions. Comme vous voyez, la déco un petit peu, il y a des labyrinthes un peu partout. Quand on rentre dans un labyrinthe, c'est souvent difficile de savoir où est-ce qu'on va aller en fait, parce qu'on ne sait pas exactement si on va vraiment sortir ou. Enfin, vous voyez un petit peu, on a toujours des choix, des décisions à prendre. Et c'est ce qu'on a voulu voir avec ce labyrinthe des décisions. Et plus particulièrement, on a voulu voir 4 questions. Donc nous allons regarder ensemble, c'est la deuxième aujourd'hui. 4 questions qui vont nous aider à prendre des décisions dans des moments un peu compliqués. D'accord ? En fait, des moments où il vous est appelé de prendre une décision que vous n'aviez pas pensé devoir prendre en fait. Vous arrivez à un moment, et je sais que plusieurs parmi vous sont dans cette situation, ou ont été dans cette situation, où vous vous retrouvez à devoir choisir entre des choses, 2, 3 ou plus, et c'était pas prévu comme ça en fait. J'avais pas prévu dans mes plans d'avoir à réfléchir à une décision à prendre à ce moment-là, dans ce cas-là. Et vous savez, des décisions comme ça, on en a tous en fait. Alors, pour illustrer un petit peu, c'est un petit peu comme quand on a un boulot et tout va bien dans notre boulot. On reçoit un coup de téléphone et on nous dit « Tiens, ce serait peut-être pas mal de pouvoir commencer autre chose. Je ne sais pas ce que tu en penses. » Et là, on commence à se poser la question « Qu'est-ce que je dois faire ? Si je prends ce nouveau boulot, il va se passer des choses. Je vais quitter l'endroit où je vis, je vais devoir déménager, les enfants vont être dans une autre école, je vais quitter l'église où je vais, etc. » Et il y a tout plein de conséquences. Et c'est une décision qu'on n'avait pas forcément prévue parce qu'on était bien dans notre boulot et on était bien dans la maison où on était et on était bien avec la famille. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est vous êtes en train de fréquenter quelqu'un et il se trouve que vos parents ou votre meilleur ami vous dit « Est-ce que tu as bien réfléchi à ce que tu fais ? Est-ce que tu penses que c'est là ou une bonne personne pour toi ?» Et là, d'un coup, vous vous trouvez dans un tiraillement où vous vous dites « Tiens, je me suis jamais posé la question en fait, parce que tout allait bien. » Pourquoi je dois prendre une décision là ? C'est quoi le problème ? Je dois continuer ? Je dois m'arrêter ? Vous voyez un petit peu ce type de décision ? Ou alors, autre chose, vous êtes dans une période financière plutôt compliquée, plutôt difficile. Et vous allez devoir prendre plusieurs décisions. Et une décision, c'est peut-être l'école privée que vous payez pour votre enfant, que vous payez à votre enfant. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez continuer ou vous allez devoir annoncer à votre enfant que vous ne pourrez pas le faire plus longtemps ?
Vous savez, est-ce que je dois restreindre mon budget, mon train de vie, ou est-ce que je le garde comme il est, mais je vais devoir pénaliser quelque chose? Parce que la situation financière est compliquée. Vous savez, ce type de décision-là, qui nous dérange parfois, qu'on n'a vraiment pas prévu. C'est un petit peu tout ça qu'on nous propose, qu'on veut survoler ensemble. Et c'est aussi un peu comme on est dans notre boulot et on nous propose un deal, un bon plan. Je vais gagner beaucoup de pognon. Vraiment, il y a moyen de faire un truc super. Okay, il n'est pas complètement clair mon plan, mais je vais ramener quand même pas mal de sous à la maison. Ça va quand même changer des choses. Je vais même donner plus d'offrandes à l'église. C'est bien, non? Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je décide? J'y vais ou j'y vais pas? Attends, je peux, tu vois, tu vas aider d'autres gens, c'est bien quand même. Parce que tu te parles à toi-même. Et c'est ce qu'on a vu lors de la première question qu'on s'est posée. Suis-je complètement honnête avec moi-même? C'est la première question qu'on s'est posée la semaine dernière. Suis-je complètement honnête avec moi-même? Parce qu'on se rend compte d'une chose. On est les champions du monde pour se vendre une décision et une idée à soi-même. On est prêt à se mentir, à se convaincre d'une décision à prendre qui ne serait peut-être pas la bonne décision. Et du coup, j'arrive à être malhonnête avec moi-même. Et c'est la question qu'on a vue. Suis-je complètement honnête avec moi-même? Et on a vu quelque chose, on a vu une chose. Souvent, c'est notre cœur qui nous pousse à prendre ce type de décision. Beaucoup de décisions. Parce qu'en fait, c'est comme un « Waouh, j'ai senti quelque chose et je sais que c'était la bonne direction ». Et donc, on y plonge. Et qu'est-ce qu'on a vu? Notre cœur est tortueux, il est trompeur, si on suit juste ce que notre cœur nous dit. Et du coup, on se tord nous-mêmes. Et on crée des arguments. On va réussir à se convaincre de faire quelque chose, de prendre la décision. Parce qu'en fait, on n'arrive à pas être honnête avec nous-mêmes. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous une deuxième question. Cette deuxième question, si votre vie raconte une histoire, ok? Quelle histoire ai-je envie de raconter? La question que vous allez devoir vous poser, quand vous arrivez à une décision de ce type-là qui nous dérange, vous allez devoir vous poser une deuxième question. La première question, je pense que c'est la plus compliquée à répondre. Suis-je complètement honnête avec moi-même? C'est vachement difficile. La deuxième, c'est quelle histoire ai-je envie de raconter sur moi? Sur ce choix, sur ce passage de ma vie? Quelle histoire ai-je envie de raconter? Quand on a à l'église de l'Abri, on pense que des petits groupes dans les maisons pour réfléchir, pour discuter, pour étudier la Bible, pour lire la Bible ensemble, vivre un peu ensemble des moments forts d'échange et de partage, on pense que c'est une priorité pour notre église. Donc pas mal de gens parmi vous et d'autres vont dans des petits groupes où ils échangent des choses de la vie, ils prient parfois les uns pour les autres, etc. Et quand on commence un groupe, normalement on le commence une fois au début de l'année et il dure jusqu'à la fin de l'année, il y a des personnes qu'on ne connaissait pas avant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un tour. Qui es-tu? Dis-nous un peu. Et alors, on se présente. Alors, on va plus ou moins profond dans notre vie, etc. Ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on a tous des histoires à raconter, évidemment, parce qu'on a tous une histoire. Et ce qui est très intéressant, c'est que généralement, les différents passages de l'histoire de notre vie se résument en 2 ou 3 phrases. C'est assez incroyable. Si je vous pose la question, mais alors raconte-moi un peu ta période au lycée. C'était comment? Vous allez finir avec 2 ou 3 phrases. 3 ou 4, soyons fous. Vous savez ce que c'est la période du lycée? C'est 4 années où vous avez enchaîné des profs, enchaîné des camarades de classe, des galères, la première clope, le premier shit, le machin, les fréquentations, peut-être pas les premières, ça dépend des gens, c'est variable. Mais vous voyez un petit peu, pendant 4 ans, vous vivez un temps de dingue. C'est incroyable ce qu'on vit sur 4 ans de lycée. Il y a tellement de changements. Notre corps continue d'évoluer, surtout pour les hommes. Non, c'est une blague. Vous voyez un petit peu? Et ces 4 années-là, on va être capable de les résumer en 3 phrases. C'est sûr. Parce qu'en fait, on n'a pas forcément envie de tout raconter non plus. Et
Si on fait la même chose pour d'autres questions, tout se résumera à 2-3 phrases. Il y a une phrase, je me rappelle d'une phrase de mon prof d'un directeur de l'institut biblique, l'école biblique où on a étudié la Bible, la théologie, tout ça. Il m'avait dit une chose qui était géniale. On parlait un peu des gens fameux, etc., et les gens connus, tout ça. Et il me dit, tu sais, quand il meurt, en fait, il a beau avoir fait beaucoup de choses, on se rappelle vraiment pas de grand-chose. Alors tu réfléchis. Oui, c'est vrai. Oui, mais il est tellement connu, tout le monde a envie d'être avec lui. Mais en fait, à sa mort, on va pas se rappeler de grand-chose, en fait. Il y a tellement de détails de sa vie où il a peut-être aidé une personne, ou, vous voyez, il a soutenu des gens, je sais pas. Et on se rappelle de si peu de choses. Mais comment on va raconter cette histoire de vie? Le premier mariage, le premier enfant, le premier grand voyage, toutes ces histoires-là, le deuxième mariage, mon premier divorce. C'est intéressant si vous réfléchissez, hein? Comment on va raconter cette histoire de notre vie, ces histoires de notre vie? Quels sont les mots que nous allons choisir? Quelle histoire ai-je envie de raconter sur moi? Je crois que tout ce qu'on vit et toutes les décisions qu'on prend se résument toujours par une histoire à la fin. À la fin, on a 2 ou 3 phrases, 3 ou 4, où on résume un petit peu une période de nos vies qui parfois est très grande. C'est normal, on résume. Vous savez, quelle que soit la taille de la décision, le type de décision, dans le boulot, dans le relationnel, quoi que ce soit, tout se résume par une petite histoire en fait. Quelle que soit la taille de la décision qu'on aura devant nous, elle peut être immense, elle peut avoir des implications énormes. Mais quelle que soit la décision que l'on va prendre, ça se résumera juste en une histoire de 2 ou 3 phrases. Un jour. C'est dingue, hein? En 2010, tu sais, c'est un gars qui parle, hein. En 2010, la crise a commencé, c'était super galère. On a perdu tellement de pognon, j'ai perdu mon boulot. J'en ai eu tellement marre que j'ai commencé à boire et ma femme m'a quitté. Et voilà, ça c'est une histoire à raconter. Le même gars qui vit une crise financière, la crise financière, pareil, il perd son boulot, il discute avec sa femme, il demande à Dieu, est-ce que tu peux essayer de m'aider, mais t'es où, etc. Il vit avec sa femme, il lui dit, tu sais, on va essayer de se battre comme des dingues pour essayer d'y arriver. Vous savez, ce n'est qu'une autre histoire. Quelle histoire ai-je envie de raconter? Il y a certaines histoires amoureuses, vous savez, où quelqu'un rompt les fiançailles. Et celui qui reste se dit, je vais me rattraper. Je vais pas en rester là. Moi, je suis aimable. Je suis aimable. Je vais vite trouver une autre solution, une autre relation. Je suis pas n'importe qui. Il y a aussi celui qui dit, qui se retrouve seul et qui dit, alors là, je vais prendre une pause. Parce que là, c'est pas maintenant que je vais m'engager. Je vais prendre une pause. Je vais peut-être demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît? Tu veux bien m'aider là? Je vais peut-être parler à des amis. C'est une autre histoire à raconter. Ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train d'amoindrir l'histoire de nos vies. Mais si on réfléchit vraiment, toutes les décisions qu'on va prendre dans notre vie ne vont être que des histoires à raconter en peu de mots. Mais on a tous une chose en commun. Tous. On n'aimerait jamais avoir honte de l'histoire que l'on raconte. Et on n'aimerait jamais devoir mentir pour expliquer que mon histoire, elle est belle ou elle est bien. Lorsque l'on se trouve devant des décisions, des nouveaux obstacles et des nouvelles opportunités, il se passe aussi, c'est que des fois, on ne voit que le futur, en fait. En fait, au moment d'une décision comme ça importante, il y a une nouvelle opportunité, on va voir juste qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que moi je vais développer dans l'avenir. C'est bien d'aller dans l'avenir, vous savez, ça fait un petit peu discours très commercial. Vous voyez, toujours en avant. Oui. D'accord les gars, on avance. Vous savez, en fait, c'est un tort de ne regarder que vers le futur quand on a une décision à prendre.
il serait intéressant de se poser la question aussi, comment est-ce que la décision que je vais prendre aujourd'hui va pouvoir, dans l'avenir, rester connectée à mon présent et à mon passé? Est-ce que mon histoire peut avoir une continuité? Est-ce qu'il peut y avoir une logique dans mon histoire où j'ai envie de raconter toute mon histoire, en fait, passé, présent, futur, et je me sens pas bien. Je ne dois pas juste regarder là-bas, vers l'avenir. Les décisions et les choix que j'ai faits auparavant ont une importance majeure, parce que ce sont les décisions que j'ai prises, c'est la vie que j'ai bâtie. Et quelque part, je crois qu'on a besoin parfois de connecter notre futur à notre présent et notre passé, dans le type d'histoire qu'on a envie de raconter. Parce qu'on souhaite être cohérent, en fait. On devrait rester cohérent. Alors, s'il y a une chose qui est sûre, c'est bien celle-ci. On n'aimerait pas cacher à celui que l'on aime des parties de notre histoire. On n'aimerait pas. On n'aimerait pas prendre une décision aujourd'hui dans l'avenir. Ouais, ça va être mieux. Elle va être vachement mieux, cette femme. Ou cet homme, il sera beaucoup plus compréhensif, vraiment. Mais n'oublie pas ce que tu as bâti derrière. Arrête, réfléchis. Est-ce que c'est bien connecté à ta vie passée ou ta vie actuelle? Tu es encore avec ta femme. Réfléchis. On a tous envie d'être fiers de raconter notre histoire. Aujourd'hui, on va voir une histoire incroyable dans l'Ancien Testament. Quand vous ouvrez la Bible, le premier livre, c'est le livre de la Genèse. Et on va voir l'histoire d'un homme, et c'est certainement l'un des personnages les plus détaillés dans l'Ancien Testament au minimum. Cet homme s'appelle Joseph. C'est l'histoire de cet homme. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va s'arrêter sur le chapitre 39 dans Genèse, pour ceux qui ont envie de mémoriser ça. N'ouvrez pas vos Bibles ou votre smartphone maintenant pour lire. Je vais un peu vous raconter tout ça. Joseph, ça se situe aux alentours de 1850 avant Jésus-Christ. Cet homme avait 11 frères et sœurs. Enfin, 11 frères, pardon. Il en avait un plus jeune et 10 plus vieux. Joseph était d'une famille plutôt aisée. Son papa s'appelait Jacob. Et d'ailleurs, 12 mecs dans la maison, quoi. Enfin, bref. Oui, il y en a juste 2, c'est pas mal, hein. Bref, ce Joseph, en fait, il a un problème. C'est que ses frères sont jaloux de lui. Parce qu'ils pensent que leur père Jacob l'aime plus que eux tous. Alors, lui, il est dans les pâturages, eux, ils gardent encore des troupeaux pas loin de la maison, et ils sont séparés. Et en fait, il se passe un truc, c'est que les frères qui restent commencent à discuter entre eux, et ils commencent à se dire... Attendez, vous savez, si on a un conflit dans la maison, j'espère qu'on ne va pas jusqu'à ce qu'eux se posent comme question, d'accord? J'espère. Dans votre fratrie, si vous avez un problème. Il se pose une question incroyable. Est-ce qu'on doit le tuer ou est-ce qu'on doit le vendre? C'est assez sévère comme question, je trouve. Je vous promets qu'avec mon frère, j'ai jamais pensé le tuer ou le vendre. Oh, le tuer Donc, c'est assez incroyable. Ses frères se posent cette question-là, et Joseph revient. Et au moment où il revient, vous savez, ils sont un peu... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? Presque à main levée, vous savez, on le tue, on le vend. Il arrive, qu'est-ce qu'ils font? Ils le prennent, ils le jettent dans un puits. On va réfléchir après, on va voir ce qu'on va faire avec lui. On garde son manteau, c'est exactement ce qu'ils se sont dit, on va réfléchir. Il garde le manteau de Joseph, parce que c'est un beau manteau, c'est une belle famille, voilà. Et il réfléchit, qu'est-ce qu'on va faire? On a une idée. On doit rentrer à la maison maintenant. Et on tue une bête, on prend du sang, et on le met sur son manteau. Et on va dire à papa, il s'est fait manger par un animal sauvage. C'est fini. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont réfléchi, et ils le récupèrent dans le puits, et en fait, ils ont pris la décision de vendre Joseph comme esclave. On doit s'en débarrasser, parce que c'est terrible cette tension qu'on a à la maison. Donc, on le sort du puits et on le vend. Il se trouve qu'il a été acheté par le chef, le capitaine de la garde royale de Pharaon, l'Égypte. Oui, Pharaon. Et donc, il s'appelle Potiphar, cet homme. Il décide d'acheter
cet esclave, il s'appelle Joseph, un Hébreu. Toi, tu vas venir travailler pour moi. Donc, il se trouve maintenant, ce pauvre Joseph se trouve maintenant en Égypte. Et donc, c'est un esclave, il nettoie des étables, certainement qu'il doit faire tout ce qu'il faut faire comme esclave, quoi. Et en fait, là, il se trouve à un moment déjà très décisif. Comment est-ce que je vais vivre cette situation et la décision de mes frères? Qu'est-ce que je vais faire? Quelle est la décision que je souhaite prendre? Il pourrait dire à tout le monde, vous savez, c'est vraiment des horreurs, mes frères. Il a le droit de le dire. Vous êtes d'accord avec moi? Il a le droit de le dire. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils m'ont jeté dans un puits et ils m'ont vendu comme esclave. Alors, en fait, Joseph raconte cette histoire aux gens autour de lui. Il dit, mes frères, j'ai été vendu, j'ai été jeté dans un puits, j'ai été vendu comme esclave et je me trouve ici aujourd'hui. Mais en fait, ce que je vais décider de travailler comme il faut en tant qu'esclave. Et donc, il excelle dans son boulot. Et qu'est-ce qui se passe? Ce Joseph se trouve dans la situation où son chef, qui s'appelle Potiphar, trouve mais il travaille vachement bien, ce gars. Il est bien organisé. Il fait bien son boulot. Tu vas devenir chef des esclaves. Puis après, tu vas être chef des esclaves. Et puis, et au bout d'un moment, ce Joseph se retrouve à être à une place incroyable. Il était responsable de toute la maison de Potiphar, toute la gestion de tout, de ses richesses, de ses cultures, de tout. C'est assez incroyable. Il avait 17 ans, à peu près, de ce qu'on estime. Il se trouve qu'il va lui arriver une histoire incroyable dans ce contexte-là. Une histoire où il va devoir prendre des décisions qu'il n'aurait jamais voulu prendre. Jamais il voulait se trouver dans telle position. Déjà, le fait d'être vendu par ses frères, se retrouver en Égypte, ça faisait pas partie de ses plans. De devoir décider de maintenant, qu'est-ce que je fais? Je me morfonds, je vis dans la tristesse. Oh, c'est méchant ce qu'ils ont fait. Ou est-ce que je me bats? Est-ce que je vais bien faire ce que je dois faire? Et c'est ce qu'il a choisi. Et il se retrouve à être responsable de toute la maison de Potiphar. Alors les choses vont plutôt bien pour lui. Il n'est pas en prison, mais il a des restrictions. C'est quand même un esclave. Mais il est dans une position plutôt correcte. C'est bien, dans le fond. Il aurait pu être plus mal. Il aurait pu rester juste à nettoyer les tables et juste pleurer sur ses frères qui ont été abominables avec lui. Il aurait pu. On va commencer à lire Genèse 39, verset 6. Alors, Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien, sauf de ses repas. Tout ce qui lui appartenait, sauf de ses repas, c'est drôle. Là, au cas où il veut s'en débarrasser, c'est un bon moyen. Et là, le texte continue. Joseph était un très bel homme, ayant un beau visage. Et là, on a l'habitude des films, et on se dit, ah, il va se passer quelque chose. Joseph était un très bel homme ayant un beau visage, de sorte que la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Viens coucher avec moi. » J'ai un peu de mal à imiter la femme, en fait. Je suis un peu un mec, en fait. J'ai un peu de mal. J'avais le ton, quand même. Ouais, c'est pas mal. La femme vient et lui dit « Viens coucher avec moi. » Ok, ça c'est fait. Parfait. Et là, je fais quoi, moi, maintenant, en tant que Joseph? Là, il y a la femme du chef qui est en train de me demander de coucher avec. Ah, tu rigoles? Et je fais quoi, moi, maintenant? C'est quoi cette décision? Mais jamais j'aurais voulu être dans une telle décision. Jamais. Et vous savez ce qui se passe pour Joseph? Il y a deux choix quelque part. Il couche avec elle, je pense qu'il va avoir des soucis.
a priori. Le jour où ça va se savoir, vous imaginez, normalement, il devrait mourir, si tout va bien. Autre choix, il ne couche pas avec elle et il va la vexer, la mettre en colère. Et il va avoir des problèmes. Mais elle est terrible, cette décision. Il est terrible, ce choix. Qu'est-ce que je fais avec ça? Joseph décide une chose. Il se parle à lui-même. Il se parle à lui-même et dit, je vais raconter mon histoire. Je suis hébreu. Je suis d'une famille, on était 12. J'ai été vendu, j'ai été jeté dans un puits, j'ai été vendu comme esclave et je me suis retrouvé à une place incroyable dans la maison du capitaine de la garde royale du Pharaon. Et c'est ça mon histoire. J'ai fait confiance à Dieu, je me trouve à une belle place. Ça, c'est mon histoire jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est comme si la décision qu'il va prendre, c'est soit un arrêt de son histoire, ou une histoire qu'il n'aurait pas voulu raconter. À ce moment-là, il va avoir une discussion avec Madame Potiphar. En fait, il faut savoir aussi qu'elle n'a pas arrêté, de le séduire, de le persécuter. Elle revenait tous les jours. Couche avec moi. Couche avec moi. Je ne parle pas à vous, hein, d'accord? C'est pour ça que j'essaie de regarder personne. Couche avec moi. Tous les jours, elle revenait. Tous les jours, elle essayait. Et je ne pense pas que c'était juste des questions. Je ne pense pas qu'elle lui disait juste « Est-ce que tu veux coucher ?» Non, non, non. Je pense qu'elle devait faire la totale. D'ailleurs, une remarque. Lui, c'était un bel homme, ayant un beau visage. Et elle, on ne sait pas. C'est intéressant. Peut-être qu'elle était belle. Parce que c'est vrai que quand on voit une histoire pareille, ou si on la met au cinéma, forcément, ça va être une super nénette. Mais là, on ne sait pas, en fait. C'est juste qu'elle est la femme du chef, et que lui, il est beau. Bref, c'est un petit détail que je trouve intéressant à relever. En tout cas, pour moi. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire de Joseph, vous savez qu'il y a un film, tout ça, DreamWorks, production, tout ça. Vous savez, un dessin animé de Joseph. C'est une histoire qui est relativement connue, même si on n'est pas croyant, en fait. Est-ce qu'on mesure la dimension de cette histoire? Est-ce qu'on mesure ce qui se passe pour cet homme? On continue le texte. Mais il s'y refusa et lui dit, « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici et ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre Dieu ?» Quelque part, il est en train de raconter son histoire de nouveau. Il est en train de lui dire, attends. Mon histoire est celle-ci, je me retrouve dans cette situation aujourd'hui. Je suis tellement responsable, j'ai tellement de charges aujourd'hui, de responsabilité dans la maison de ton mari. Parce que c'est toute l'histoire que j'ai envie de te raconter. Je veux pas, non, s'il te plaît. Ne casse pas mon histoire. J'ai envie de continuer à raconter l'histoire comme je la raconte aujourd'hui. C'est pas juste de la fierté à deux balles hein, quand il raconte son histoire. Il a quand même été kidnappé, jeté dans un puits, vendu comme esclave. Mais il est resté droit là-dedans. Et c'est ça qu'il veut continuer. Il veut continuer à garder la ligne. Vous savez ce qui est intéressant, c'est que là, il est en train de lui demander presque de faire la même chose. Regardez ce qu'il lui dit. « Tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre Dieu? Tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre Dieu? » Excusez-moi, madame. Quelle histoire voulez-vous raconter? Moi, c'est pas ce que j'ai envie de raconter dans l'avenir. J'ai envie de rester avec cette belle histoire que j'ai, affreuse, difficile, mais une histoire dont je peux la raconter.
sans honte. Et vous, vous en êtes où? Il lui répond qu'il ne peut pas coucher avec elle. C'est incohérent avec son histoire. Genèse 39, verset 10. Jour après jour, elle revenait à la charge. Mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle et d'être avec elle. La décision qu'il allait prendre aurait comme conséquence deux types d'histoires à raconter. Soit il est arrivé là où il est, en charge de tout ça, il couche avec la femme et sa vie s'arrête. Soit il refuse et il va avoir des problèmes avec cette dame. Il a deux histoires à raconter. Alors oui, à la fin, ça va lui coûter beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il a envie de raconter? Et vous, qu'est-ce que vous voulez raconter de votre vie? Un jour, elle revient, Madame Potiphar. Elle revient voir Joseph pour le séduire de nouveau. Et là, il refuse à nouveau. Et là, elle a manigancé quelque chose. Elle fait croire que Joseph l'a violée. Elle déchire sa tunique, etc. Elle court, j'imagine le beau cinéma magnifique. Joseph se fait arrêter par Monsieur Potiphar. Il arrive et il l'enferme en prison. Il ne le tue pas. Peut-être qu'elle avait déjà fait ça auparavant. Peut-être. Parce qu'il aurait pu l'éliminer. Mais en plus, c'était un homme qui assurait dans le royaume, dans la maison. Il est en prison, ce Joseph. Il se retrouve enfermé avec d'autres gens qui ont travaillé avec le pharaon. Et pendant 2 ans, il est là enfermé. Et au bout de ces 2 ans, un des 2 hommes est sorti de prison et il a rejoint Pharaon. Et Pharaon fait des rêves, machin, etc. Et ce serviteur aussi. Et au bout d'un moment, il dit, mais attends, Pharaon, je sais que c'est compliqué d'interpréter les rêves, mais je me rappelle en prison, il y avait un homme qui s'appelait Joseph, qui a été enfermé, il travaillait pour Potiphar, il avait été kidnappé par ses frères, vendu comme esclave, il s'est retrouvé dans cette prison, il interprétait souvent les rêves. Et il va l'appeler. Ils vont le chercher. Il aide Pharaon. Et il se trouve qu'à la fin de cette histoire, il se retrouve premier ministre d'Égypte. Parce qu'il a été tellement bon encore dans ce qu'il a fait qu'il se retrouve premier ministre. Au bout d'un moment, il y a une famine énorme qui arrive dans tout le pays et autour. Il arrive à faire sortir l'Égypte de cette famine. Et il se trouve qu'il y a des gens loin là-bas, vers ce pays d'où il venait, qui ont des problèmes aussi. Et ils doivent venir acheter du blé. Et il se trouve que les frères de Joseph doivent venir en Égypte pour acheter du blé. Et qui doit leur vendre? Qui doit décider de vendre ce blé? C'est Joseph. Et là, il a 2 options. Soit il reste bouche ouverte devant lui et il n'en a rien à faire, il est Premier ministre. Il peut. En plus, ils n'ont pas été cool. Il a aussi l'autre option. Je peux faire aussi comme Dieu a fait avec moi. Waouh! Décision de Joseph. Quelle histoire ai-je envie de raconter? Vous imaginez que si on se met du côté aussi des frères, vous imaginez que eux, pendant 15 ans, c'est à peu près 15 ans, pendant 15 ans, l'histoire qu'ils ont racontée, c'était quoi? Il s'est fait manger par des animaux sauvages. Pendant 15 ans, ils ont menti à papa. Pendant 15 ans, ils étaient à table. Pendant 15 ans, on arrivait à l'anniversaire de Joseph. Pendant 15 ans, tout était basé sur du mensonge. C'est incroyable. Ça, c'est l'histoire qu'ils avaient à raconter, les frères, en fait. Je ne pense pas qu'ils devaient la raconter, hein. C'est le type d'histoire qu'on a envie de garder dans un coin. Mais si on se met là, de leur côté, c'est ça l'histoire qu'ils avaient à raconter, et c'est ça la décision qu'ils ont prise. Il y a une personne que je connais qui a eu une histoire terrible. Un jour, il a perdu son enfant d'une manière accidentelle, donc affreuse. Enfin, toujours, quelle que soit la manière en fait. Et je me rappelle que j'ai eu une discussion avec lui. Et en discutant avec lui, il me disait « Je n'aurai jamais plus de joie, Lorenzo. Jamais.
Je ne ferai jamais plus la fête, je ne fêterai jamais plus Noël, je ne fêterai jamais plus aucun anniversaire. Jamais. Alors, vous savez, c'est super compliqué de parler à quelqu'un dans cette situation. Hein. Alors, je me rappelle que je lui disais, il y a les autres qui sont encore là, il y a encore ton épouse, et il y a encore les autres enfants. Si tu veux plus vivre pour toi, peut-être qu'il faut que tu essayes de vivre au minimum pour les autres. Parce que vous savez une chose, l'histoire qu'on raconte, nous, sur notre vie, impacte la vie des autres. L'histoire que les frères de Joseph ont racontée pendant 15 ans avait un impact sur l'histoire de Joseph. L'histoire de cette personne avec qui je parlais avait un impact vis-à-vis de ses enfants. Aujourd'hui, c'est comme ça que je lui dirais. Je lui dirais, attends, t'as envie de raconter autre chose dans l'avenir. Tu veux pas dire que ta vie et ta joie s'est arrêtée. Je comprends, c'est abominable, c'est terrible ce qui t'est arrivé, mais va plus loin. Ce serait tellement mieux. De temps en temps, je l'ai revu avec un sourire, avec un petit enfant, et je n'imaginais pas, j'étais tellement heureux pour lui. Mais ça a pris je ne sais pas combien d'années. L'histoire que l'on raconte sur nous-mêmes a un impact sur les personnes autour de nous, que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, que ce soit nos amis, que ce soit nos relations autour de nous. Ce que nous racontons de nous-mêmes a un impact sur les autres. Pour ceux qui ne sont pas mariés, qui sont célibataires, votre vie de célibataire aura un impact sur votre vie de couple. C'est évident. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous serez un couple et qu'on vous demande votre histoire, vous ferez référence à des choses qui, quelque part, deviennent presque pas communes, mais pas loin. Parce que l'histoire que j'ai envie de raconter, je veux en être fier, sans honte. C'est tellement fort. Quelle histoire avez-vous envie de raconter ? Lorsque l'on se trouve dans ces décisions qui sont compliquées. Aujourd'hui, on arrive à une deuxième question. La première question était, suis-je complètement honnête avec moi-même ? La deuxième question, quelle histoire ai-je envie de raconter ? Je veux être capable de ne pas rougir quand je raconte une histoire. Je veux être capable d'être fier de certaines décisions que j'ai prises. Des fois, je ne le suis pas, et on est tous dans cette situation. Et on est tous dans la situation où parfois, j'ai vraiment pas envie de raconter cette partie d'histoire-là. Si on peut la zapper, même, c'est pas mal. La proposition pour vous, c'est vraiment de réfléchir à cette deuxième question. Dans les décisions que vous avez à prendre aujourd'hui ou que vous aurez à prendre demain, quelle histoire avez-vous envie de raconter ? J'aimerais juste prier pour finir ce moment.